Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire de cette édition politique, près de 4 années après son décès, l'ancien commandant du 1er bataillon d'intervention rapide BIR va être enfin inhumé dans les prochains jours. Les détails dans ce journal. Aussi, la compagnie électrique du Togo, CET, la communauté électrique du Bénin, CEB et Ameya Power doivent 135,3 milliards de francs CFA à l'État togolais. On y revient. Au-delà de nos frontières, la capitale tchadienne N'Djamena a été secouée par des échanges de tirs à proximité du quartier général d'un parti de l'opposition. Ce parti est accusé d'avoir attaqué les bureaux des services de renseignement. L'arrestation du secrétaire chargé des finances du Parti socialiste sans frontières PSF a été à l'origine de ces événements. De précision dans un instant. Puis le Parlement ghanéen a récemment voté en faveur d'un projet de loi visant à criminaliser les membres de la communauté LGBTQ+, et leurs sympathisants. Cette mesure a suscité des réactions internationales et des critiques concernant les droits fondamentaux. Nous y reviendrons. Voici donc tout pour les titres de ce soir. Place au développement. Près de 4 années après son décès, l'ancien commandant du 1er bataillon d'intervention rapide BIR va être enfin inhumé. Cette décision intervient quelques mois après le procès qui a élucidé les circonstances autour de son assassinat. Le récit de Bernard Campi. Assassiné dans la nuit du 3 au 4 mai 2020 dans son bureau, le corps du désormais ex-commandant en chef du 1er bataillon d'intervention rapide BIR, le lieutenant-colonel Toussaint Bitala Madjoulba, sera remis à sa famille. Il sera inhumé selon plusieurs sources au cours d'une cérémonie prévue pour ce mois de mars. Des funérailles tant attendues depuis 4 années devraient rassembler des proches, des collègues militaires et des membres de ces communautés pour lui rendre un dernier hommage. En effet, une messe veille aura lieu le 6 mars prochain à Lomé, puis une autre à Sioux dans le Doufelgou et qui seront suivies d'inhumation le vendredi 8 mars, toujours à Sioux, son village natal. Pour rappel, le profil de la victime et les circonstances de sa mort ont jeté le trouble parmi les Togolais, d'autant qu'aucune piste concrète, personnelle ou professionnelle, n'a pris consistance pendant un long moment. L'autopsie du corps avait révélé une mort par balle. Après les enquêtes et suite à un procès, 5 personnes ont été condamnées, dont l'ancien chef d'état-major, le général Félix Abalo Katanga, identifié comme le principal acteur du crime. 135,3 milliards de francs CFA, c'est le montant que la compagnie électrique du Togo CET, la communauté électrique du Bénin CEB et Ameya Power doivent verser à l'État togolais. Cette somme constitue les prêts rétrocédés par l'État en faveur des 3 entités, des dettes accumulées entre 2020 et juin 2023. En 2024, la compagnie énergie électrique du Togo CET, la communauté électrique du Bénin CEB et Ameya Power devront reverser à l'État togolais plus de 11 milliards. C'est une prévision de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique par rapport aux dettes que les 3 sociétés fournisseurs d'énergie électrique au Togo ont cumulées depuis 2020. De 2020 à juin 2023, Ameya Power, en charge de la centrale photovoltaïque de Blita, doit à l'État togolais 13,2 milliards de francs CFA. Sur la même période, la CEB doit rembourser 14,9 milliards. La compagnie énergie électrique du Togo CET, dans la même période, a été le plus grand créancier de l'État en matière d'énergie électrique. Elle doit à l'État togolais plus de 107 milliards. En réalité, ces 3 sociétés avaient tour à tour contracté des financements internationaux impliquant le gouvernement comme garant. Aux échéances, ces sociétés ne sont pas arrivées à payer leur part, obligeant ainsi le gouvernement à endosser les dettes en leur faveur. En 2018, le gouvernement avait signé un accord de financement de 22 millions pour la CET. En 2019, la BOAD avait accordé un financement de 7 milliards à Ameya Power. En 2020, 25 milliards de la BOAD sont encore allés à la CET. Selon le gouvernement, les risques de non-recouvrement de ces créances constituent une menace pour le budget de l'État, selon le rapport de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique.
Diffamation et diffusion de fausses nouvelles, c'est la nouvelle arme efficace que les acteurs étatiques et non étatiques brandissent contre les défenseurs des droits humains en lutte contre la corruption. Ces défenseurs, au lieu que leur travail soit salué, sont souvent victimes d'harcèlement. Un nouveau rapport d'Amnesty International fait la lumière sur la situation en Afrique. Selon un récent rapport rendu public par Amnesty International, les lanceurs d'alerte, les dénonciateurs de corruption sont de plus en plus menacés en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les défenseurs des droits de l'homme qui luttent contre la corruption jouent un rôle vital, légitime et indispensable dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la corruption. Malgré cela, au lieu de saluer leur travail, les acteurs étatiques et non étatiques dont les intérêts sont menacés les attaquent et entravent leur action. Diffamation et diffusion de fausses nouvelles sont souvent les motifs d'accusation qui sont brandis contre eux. Ces défenseurs sont interdits de manifester et subissent des menaces, des licenciements, du harcèlement économique et judiciaire, des actes de torture et même sont parfois victimes d'homicides. Le rapport d'Amnesty International trouve que cette vulnérabilité des défenseurs des droits de l'homme dépend en partie des lois sur la diffamation. Ces lois comportent, à en croire le rapport, des définitions floues de la diffamation et aussi des dispositions contraires aux principes du droit international. En Afrique de l'Ouest et du Centre, la diffamation par voie de presse ou tout autre moyen de communication ainsi que sa reproduction est une infraction pénale passible de peine de prison et de lourdes peines d'amende. La lutte contre l'utilisation excessive des pesticides au Togo est vitale pour préserver la santé des populations et la biodiversité, nécessitant des réglementations strictes et la promotion de pratiques agricoles durables. Reportage. Au Togo, la protection de l'environnement est au cœur des préoccupations. L'utilisation excessive ou inappropriée des pesticides contamine les sols, les sources d'eau et les cultures, entraînant des effets néfastes sur la santé des populations et sur la biodiversité. En effet, les agriculteurs qui manipulent et pulvérisent les pesticides sans équipement de protection adéquat courent le risque d'exposition directe aux produits chimiques toxiques. Cela entraîne des problèmes de santé à court et à long terme tels que les troubles respiratoires, le cancer, les maladies de la peau, voire des problèmes neurologiques. De plus, l'utilisation intensive des pesticides conduit à la résistance des ravageurs et des maladies, ce qui oblige les agriculteurs à augmenter constamment les doses ou à recourir à des produits plus puissants, créant aussi un cercle vicieux. En outre, la contamination des eaux souterraines et de surface par les pesticides peut avoir un impact sur la santé publique en affectant la qualité de l'eau potable disponible dans les communautés. Il est essentiel que le gouvernement togolais mette en place des réglementations strictes concernant l'utilisation des pesticides tout en encourageant l'adoption de pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement. La sensibilisation des agriculteurs aux risques associés aux pesticides et la promotion de méthodes alternatives de lutte contre les ravageurs sont également cruciales pour protéger la santé des populations et préserver l'environnement au Togo. La capitale tchadienne N'Djamena a été secouée par des échanges de tirs près du quartier général d'un parti de l'opposition. Ce parti a été accusé d'avoir attaqué les bureaux des services de renseignement. L'arrestation du secrétaire chargé des finances du Parti socialiste sans frontières, PSF, a déclenché ces événements, tandis que l'opposant Yaya Dillo nie toute implication de précision. La capitale tchadienne a été secouée ce mercredi par des échanges de tirs aux abords du quartier général d'un parti de l'opposition. Des membres de ce parti politique sont eux-mêmes soupçonnés par les autorités d'avoir attaqué des bureaux des services de renseignement plus tôt dans la journée. Le ministre de la Communication, Abderrahmane Koulamala, affirme que ces échanges de tirs font suite à l'arrestation du secrétaire chargé des finances du Parti socialiste sans frontières, le PSF, accusé d'avoir fomenté une tentative d'assassinat du président de la Cour suprême. Dans la nuit de mardi à mercredi, une attaque avait visé des bureaux des puissants services de renseignement tchadiens, faisant plusieurs morts dans la capitale, a annoncé le gouvernement tchadien qui accuse des éléments du PSF menés par l'opposant Yaya Dillo. Ce dernier a nié son implication et dénonce un mensonge.
Le porte-parole du gouvernement indique que la situation est maintenant sous contrôle, assurant que les auteurs de ces actes seront poursuivis conformément à la loi. Le principal opposant tchadien Yaya Dillo Djerou a été tué ce mercredi 28 février. Ce dernier est décédé des suites des blessures qu'il a reçues lors de l'assaut du siège de son parti PSF, survenu dans la matinée du mercredi selon le procureur de la République de N'Djamena, Oumar Mahamat Kedelai. Selon lui, on compte des dizaines de blessés et de morts et 26 personnes sont interpellées. Rappelons que Yaya Dillo est accusé par le gouvernement d'être l'instigateur de l'attaque contre une agence des services de renseignement. Des accusations que l'opposant avait démenties, dénonçant une mise en scène afin de s'en prendre à sa personne. Toute autre actualité au Ghana où le Parlement a adopté un projet de loi anti-LGBTQ, criminalisant les membres de la communauté LGBTQ+, et leurs sympathisants. Ce texte suscite des réactions internationales et des critiques des droits fondamentaux. Plus de précisions dans ce qui suit. Les 275 membres de la Chambre ont approuvé à l'unanimité le projet de loi après sa 3e lecture. Cette loi criminalise les activités LGBTQ+, ainsi que leur promotion, leur défense et leur financement dans le pays. En vertu de cette nouvelle législation, les personnes impliquées dans de telles activités risquent d'être incarcérées de 6 mois à 3 ans, tandis que les promoteurs et les défenseurs encourent 3 à 5 ans d'emprisonnement. L'adoption du projet de loi anti-LGBTQ+, marque un tournant dans l'histoire législative du Ghana. L'approbation du texte a tout de même suscité de vives controverses. La veille, une coalition de groupes de la société civile dirigée par la présidente du conseil d'administration du Centre pour le développement démocratique, CDD Ghana, la professeure Audrey Gadzekpo, avait exhorté le président Akufo-Addo à ne pas approuver le projet de loi dans sa forme actuelle. Le président sénégalais Macky Sall a fait adopter un projet de loi d'amnistie générale pour les faits liés aux troubles connus par son pays depuis 2021. Cette mesure vise à apaiser l'espace politique et à favoriser la réconciliation. Toutefois, elle suscite des désaccords tant dans l'opposition que dans la majorité. Reportage. Qu'ils soient avec nous. Le président sénégalais Macky Sall a fait adopter par son gouvernement un projet de loi d'amnistie générale pour les faits liés aux troubles connus par son pays depuis 2021, mercredi. Le texte doit à présent être approuvé par l'Assemblée nationale du pays à une date non précisée pour l'heure. Cette mesure présentée par le chef d'État sénégalais est mise en place dans une volonté d'apaisement de l'espace politique, de réconciliation et de dépassement selon le compte-rendu du Conseil des ministres du 28 février. Toutefois, cette démarche ayant pour but l'apaisement ne fait pas l'unanimité ni dans le camp de l'opposition ni dans celui de la majorité. Macky Sall a annoncé qu'il recevra le 4 mars les conclusions d'un dialogue national boycotté par 17 des 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Il saisira ensuite le Conseil pour recueillir son avis sur les recommandations du dialogue où figure un scrutin présidentiel le 2 juin. La MONUSCO, mission de maintien de la paix des Nations Unies au Congo, a fermé sa première base du sud Kivu après 25 ans de présence. La police congolaise prend désormais en charge la région. Les précisions. La mission de maintien de la paix des Nations Unies au Congo, connue sous le nom de MONUSCO, a fermé sa première base au sud de Kivu ce mercredi, remettant le corps à la police congolaise après 25 ans de présence sur le territoire. Kamanyola est la première base de la MONUSCO au sud Kivu qui ferme après la signature conjointe par le gouvernement de la République démocratique du Congo et la MONUSCO le 21 novembre 2023 de la note sur le retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable de la MONUSCO. Une cérémonie de transfert a eu lieu à Kamanyola où la base de la MONUSCO était établie depuis 2005. La police nationale congolaise est désormais responsable de la sécurité dans la région. Conscient des défis existants, mais je suis également confiant dans la capacité des forces de défense et de sécurité congolaises
à relever les défis avec détermination et professionnalisme. La MONUSCO était au Congo pour une mission de maintien de la paix de l'ONU afin de protéger les civils et le personnel humanitaire et de soutenir le gouvernement congolais dans ses efforts de consolidation de la paix. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.